Azul fell-awen, Sia Posaki Artaouira Younous Areg. Younous Areg, le professeur Numzrouy, انجليزي امريكاني يصارين يتزاوث تفتس يونيفرسيتي ماساتشوستس ذي الامريكان وكيد روبرت هيوغ يقولان كي يون بزليس سوازا ليس شحال هي وين مو يسمى بربر جوفرنمنت اكيد تتوليم ذا كابيل بوليسي ان بري كولونيال الجيريا ذي ثوفر سين ثوفر زوج 2015 يفكا يونس هاك سوازاليس دي اوتاوا السينوف كاع تسدي ثانوا اكذا تدوكلا لاكاواش سوزول ام كيدلولن وانساين اسرثيين تموث ان يقباليين سند تم هرسات فرانسيس اك تونكيث ذا شو يدوين ديك ثالث تتراث نتورا Comment elles sont nées les traditions politiques distinctives de la Kabylie durant la période précoloniale et quels sont leurs rôles dans l'ère moderne. وكين ذا سرين يفكا ذي أوتاوا أزكانيين ثلاثة ثوفر كي تواليم ذي لوكام تزاوث لوكام ذي مونريال يفكا دا نيونس أريكس وزاليس اسمياس فطو السرثان أكدو أناكراو نيكا فارن ذيك ثموث نيقبالين ذيك ثالث سن ثم هرسا أمك يلا ونفاض ذيك ثغرامت تقباليث ذي القرن ذي ثميديا 18 أكتميديا 19 مزمات دينير فرانسيست division politique et système de parti dans la Kabylie précoloniale et le rôle des SFOF dans le self-government de la cité kabyle au XVIIIe et XIXe siècle. Et here, à Kunjathura, à Doualim, à Sereg, et Divka, à Sin Thovar, زوج 2015 دي اوتاوا سينفغا تيغواك لاكاواش اكذ ماس هيغ روبرت غلان كي تدنيغ ذا سلماذ نو مزغوي ذا اكن داني لا ذا نمهال نو هيل ان تزريوين نو سمع الماس نا ميدل ايسترن ستاديز بروغرام دي تزاويث تافتس ديزغان غوانيك ماساتشوستس دي الامريكان ولي تسيد دي لي موسكاسيان سوازاليس دارنيا اتفهم ما يكفون سراغ اكذ ماس Hugh Roberts. Pas du mouvement citoyen ou les Arches, comme on les appelait en 2001, 2002, etc. La question des traditions politiques de la Kabylie est revenue au cœur des débats sur la région. Mais à mon avis, enfin, c'est une thèse que je développe déjà depuis les années 70, dans ma thèse que j'ai soutenue à Oxford en 80. J'ai voulu insister sur l'importance, dans la période contemporaine, de ces traditions et donc sur les institutions, parce que je soutiens qu'un pays sans institutions politiques peut difficilement avoir des traditions politiques. Or, dans cet ordre d'idées, j'ai voulu, en quelque sorte, dans ce livre, aller à la recherche des origines des traditions politiques de la Kabylie. Et je soutiens, pour aller un peu vite, je soutiens que ce que j'appelle the Kabyle polity, et ça c'est, si vous voulez, la version anglaise de ce qu'on peut appeler en français la cité kabyle. Et là, je reprends les termes d'une grande ethnologue française du 19e siècle, Émile Masqueret, qui parlait de la cité. Et par cité, il ne voulait pas dire la ville, il voulait dire la communauté politique et son système de gouvernement. Et il a travaillé sur la Kabylie et sur l'Orez et sur le Mzab. C'est un livre très intéressant, son livre Formation de la cité chez les populations sédentaires de l'Algérie. Or, je soutiens que ce qu'on pouvait appeler la cité kabyle, tel que les Français le voyaient au moment de la conquête, était quelque chose qui a développé dans une histoire assez récente de la région. Et là, je vais à l'encontre de la thèse comme quoi l'organisation politique
kabyle est quelque chose de très 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 ancien. Il me semble que c'est faux et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la région depuis l'arrivée des Ottomans, depuis le début de la régence ottomane, et que pour bien comprendre ce qui a fini par apparaître en Kabylie comme organisation politique à la fin de la période précoloniale, il faut connaître et essayer de tenir compte des évolutions depuis le début du XVIe siècle, c'est-à-dire depuis la chute de Begayes aux Espagnols et l'arrivée des frères Barberousse et tous les changements politiques qui ont eu lieu par la suite, y compris par exemple l'histoire du soi-disant royaume de Coucou, la dynastie des Aït al-Qadi et aussi des Aït Abbas en Petite Kabylie. Il faut essayer de tenir compte de tout cela et comprendre comment tout cela a influé sur le développement de l'organisation politique chez la population de la Kabylie. Voilà un peu l'enjeu de mon livre. Tout d'abord, ma thèse, enfin, l'ensemble des thèses que je développe sur la cité kabyle, essentiellement, il y a trois éléments. Il y a le problème ou la question de comprendre, comment comprendre le Thadarth en Kabylie, mais surtout la Thadarth chez les Egowawa, c'est-à-dire la population de Haut-Djodjora centrale. Il y a la question qui est restée longtemps une question controversée du droit kabyle. Et il y a la question évidemment de la nature et du fonctionnement du Tajmath du village, et en particulier la nature et le rôle des Sfouf dans le système politique kabyle. Et ce sont des questions qui me semblent peuvent être parfaitement connues et comprises par les intéressés eux-mêmes, à savoir vous-même, les Kabyles, mais qui sont mal compris chez les universitaires. Et en tant qu'universitaire, j'ai voulu donc essayer de clarifier ces questions. Or, un deuxième élément des thèses que je défends dans ce livre, c'est qu'il faut, pour comprendre la Kabylie, il faut quand même tenir compte de la régence ottomane. Il me semble que dans les écrits, dans les thèses développées par les ethnologues français du XIXe siècle, on n'a pas voulu tenir compte de la régence ottomane ou de la régence turque. On a exclu ça vraiment de la considération théorique et analytique. Et on a préféré raisonner en fonction d'une soi-disant, c'était en quelque sorte une thèse raciale. On a parlé de la race arabe, la race berbère, etc. On a raisonné à partir de cela. Et à mon avis, c'est pas sérieux. Il faut dépasser toute cette façon de voir. Et évidemment, les Kabyles étant berbérophones, on partage toute une lex culturelle commune et linguistique, etc., avec les autres populations berbérophones, mais en même temps, les Kabyles ont leur propre histoire. Tout comme les Chaouia et les Mezabis ont leur propre histoire, et qu'on a donc intérêt, pour bien saisir et comprendre l'organisation politique de la Kabylie à la fin de la période coloniale, on a intérêt à connaître l'histoire de la Kabylie pendant la période ottomane. Et je soutiens que, grosso modo, cette évolution a abouti à l'existence de deux grandes traditions. Une tradition de gouvernement, et c'est pour cela que j'insiste, je parle de Berber government, alors qu'il y a des thèses académiques sur les Berbères qui nient qu'il y ait des gouvernements chez les Berbères. Il y a un certain ordre, mais pas vraiment du gouvernement. Alors, à mon avis, en Kabylie, les Kabyles se gouvernaient. Ils avaient un système de self-government, comme a bien dit d'ailleurs certains Français du 19e siècle, à savoir Hanato et Le Tourneux. Ils ont parlé du self-government. Ils ont dû chercher un terme anglais pour s'exprimer sur ce point, le self-government kabyle. Et sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec eux.
Mais il y avait donc cette tradition de self-government qui était une forme de gouvernement qui était en même temps une forme d'état de droit. Il y avait la société kabyle se gouvernait par un ensemble de lois. C'est important. D'autant plus qu'actuellement, le problème de l'état de droit se pose en Algérie contemporaine. C'est une revendication des éléments, à mon avis, les plus éclairés de la société algérienne. On revendique l'avènement d'un état de droit. Alors, sur une échelle bien entendu limitée et locale, il me semble qu'il faut reconnaître que les Kabyles avaient une espèce d'état de droit dans leur arche et dans leur village, dans la mesure où la vie politique était régie par un ensemble de règles, par le code, par le canon, et donc par un système de droit. Et en même temps, moi je prends au sérieux la thèse que l'organisation politique de la Kabylie, à ce moment-là, avait un aspect démocratique. Donc sur certains points, je donne raison aux observations des ethnologues français du XIXe siècle, sans cautionner tout ce qu'ils avaient dit sur la Kabylie. Il y avait donc cette tradition de gouvernement et de droit. Il y avait aussi l'autre tradition dont on ne veut pas ou on n'a pas pu tenir compte, et c'est ce que j'appelle la tradition exceptionnelle, dans la mesure, on peut dire une tradition révolutionnaire, dans la mesure où la Kabylie étant une région musulmane, les Kabyles étant musulmans, faisant partie donc d'une communauté de foi beaucoup plus large, dont ils reconnaissaient leur appartenance, pouvaient se mobiliser pour défendre cette communauté. On voit ça en 1830 avec la mobilisation des populations de la Kabylie pour venir à la rescousse de la régence menacée par l'expédition française, même si les Kabyles avaient des comptes à régler avec la régence. Ça c'est interne, ça c'est une autre affaire, mais dès que la régence était menacée par une puissance non musulmane, il y avait cette mobilisation. Et pas seulement dans la basse Kabylie, avec les Amoum, des Iflis Noumoudel, etc., mais aussi chez les Igawawan, il y avait une mobilisation. On a envoyé des contingents de Moudjahidines pour défendre un État islamique contre l'infidèle. Mais avant cela, avec les déprédations des Espagnols sur la côte du Maghreb et avec les frères Barberousse qui viennent en quelque sorte en champions de l'islam, l'histoire des Ath al-Qadi doivent être compris dans ce cadre. Les Ath al-Qadi, à mon avis, je développe toute une hypothèse sur l'origine du royaume de Koukou, le soi-disant royaume de Koukou. Ma thèse, c'est que les Ath al-Qadi sont devenus puissants dans la région, d'abord en tant que chef d'un djihad contre les Espagnols. C'était une mobilisation de la population de la Kabylie au nom du djihad, au nom de l'islam, contre les Espagnols, en alliance avec les Barberousse, une alliance qui n'a pas duré. Comme souvent les alliances politiques, c'est conjoncturel. Par la suite, il y avait évidemment des conflits entre les frères Barberousse et la dynastie Al-Qadi. Donc, mais je soutiens donc qu'il y a ces deux traditions, et on peut voir cette deuxième tradition aussi dans la participation des Kabyles au mouvement national algérien, et surtout à la guerre de libération. Et tout comme les Kabyles ont fini par ne pas vouloir supporter encore plus longtemps la tyrannie soi-disant des Al-Qadi, issue d'une mobilisation du genre djihad qui n'avait rien de démocratique là-dedans. Il me semble qu'une partie de la question kabyle depuis l'indépendance, c'est que ces deux traditions sont en quelque sorte en conflit. La tradition de la mobilisation exceptionnelle au nom de laquelle la Kabylie a participé à la guerre de libération a abouti à un État qui n'est pas une démocratie et n'est pas un État de droit. Alors que les traditions
de self-government kabyle vous dispose à ne pas soutenir un régime qui manque l'aspect démocratique et manque cet aspect d'état de droit. Je vois donc en quelque sorte un conflit entre, en quelque sorte, ces deux traditions. Là, c'est un résumé très très sommaire de mon argument. Alors voilà, je ne veux pas m'éterniser sur l'aspect en quelque sorte académique, mais je signale tout simplement que depuis les années 50, les études berbères au niveau des universités ont été dominées par surtout des travaux très intéressants faits par des sociologues de grand talent, à savoir en France Pierre Bourdieu, que vous devez connaître, qui a travaillé surtout sur la Kabylie, mais aussi par un anthropologue britannique, Ernest Gellner, qui a travaillé sur les Berbères marocains et dont les thèses en connaissent un succès fou et sont devenues très à la mode à partir des années 60, soutenant que l'ordre chez les populations berbérophones, surtout à la montagne, dans ce qu'on appelle au Maroc le bled Siba, et que, étant loin du pouvoir central, le Marcel, et ne possède donc pas du tout des institutions spécialisées dans le maintien de l'ordre. L'ordre est maintenu par essentiellement le jeu des groupes de parenté. C'est une vision très sociologique qui donne l'importance à la structure sociale, conçue comme une structure de groupes de parenté, des pyramides, tribus, clans, lignées, etc. On appelle ça la théorie de la segmentarité. Et la thèse de Gellner, essentiellement, c'est que s'il y a ordre chez ces populations, loin du pouvoir central, loin du Marxen, c'est parce qu'à chaque niveau de l'organisation sociale, les segments, c'est-à-dire les groupes de parenté, se neutralisent. Il y a en quelque sorte un équilibre, une opposition et équilibre entre groupes de parenté. Et en même temps, à chaque niveau, des groupes qui se sont en conflit à un niveau, au niveau supérieur, ils sont réunis. Les lignées qui font partie du même clan, au niveau, quand le conflit se pose entre clans, il y a le dynamique de l'union qui donc dépasse les clivages ou conflits au niveau inférieur. Donc c'est une thèse sociologique, intelligente, amusante. Avec cela, Gellner insiste sur le rôle des spécialistes religieux, les saints, appelés au Maroc les Igoramen, c'est l'équivalent des Imraven en Kabylie, qui sont les médiateurs, qui offrent des services de médiation pour arranger les angles, pour atténuer les conflits, pour rappeler à tout le monde, on est tous musulmans, on est tous frères de religion, donc pour faire en sorte que les conflits ne vont pas trop loin. C'est ça sa thèse. Alors, c'est une thèse qui peut s'appliquer aux populations étudiées par Gellner dans le Haut Atlas central au Maroc, mais pour moi, à mon avis, c'est tout à fait inapte pour rendre compte de la Kabylie, parce que c'est une thèse sociologique qui n'accorde aucune place au rôle des institutions politiques, proprement dit, alors qu'en Kabylie, pour moi, en tant qu'étranger, me promenant en Kabylie dans les années 70, ce qui a sauté à mes yeux, c'était la survivance, le rôle que jouait encore la Djema, le Tajmath de village et les autres institutions. أميال السكواس تستيثي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أراز ونقلان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثعلي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلات نتمدوث فرولو نتسوق قيلت محيا تيركوا دي سكواسن نصبغس دات كي دهون هما سكلان
ناس مودس أكتسيدو كليوين إقويليين تزمر ما تعاونام مستللت ترانسفير غير ثيركوا تنقيت info@gmail.com أكد غروش ودون GoFundMe. Et donc j'ai voulu en quelque sorte offrir une analyse de la Kabylie qui en quelque sorte à l'opposé de la thèse de Gellner qui rappelait à tout le monde qu'en fait chez cette population berbérophone au moins c'est pas une question simplement des rapports entre groupes de parole. Il y a des institutions, et il y a des règles, et il y a une tradition, et il y a même une philosophie de gouvernement. Et qu'il faut reconnaître ça et tenir compte de cela et respecter cette réalité historique. Alors, et d'autant plus que à travers une étude de l'histoire moderne de l'Algérie, l'histoire du mouvement national, on peut constater que les traditions de la Kabylie ont joué un rôle dans tous ces mouvements qui se sont succédés, depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au FLN-ALN et jusqu'au mouvement d'opposition contemporain, les partis comme le FFS, l'RCD, etc., et surtout le mouvement citoyen, où le rôle des traditions, avec cette histoire des arches, est devenu manifeste, à tel point qu'on s'est mis du coup à parler, pour la première fois depuis longtemps, de ces traditions. Voilà. Et donc, comment concevoir tout cela? Je dois m'expliquer que, bon, c'est inutile de vous montrer une carte de votre agent, même les photographies, vous pouvez vous en passer, mais voilà, j'ai fini par me pencher en particulier sur cette population qu'on appelle les Igouaouis. C'est le hasard qui a joué. Au début, j'ai abordé la Kabylie à partir de Bouira, où j'étais prof d'anglais pendant longtemps. Je pense que Rachid vous a expliqué ça. Et c'est le hasard qui a fait que que je fasse des connaissances dans la région d'Ain el-Hamam. Et c'est là que j'ai entendu parler des Igouaouens, mes interlocuteurs dans les villages de cette région m'ont parlé des Igouaouens. Et j'ai constaté par la suite que, bien que toute la Kabylie, on peut dire que toute la Kabylie a été une région très politisée et qui a un niveau de participation à la vie politique algérienne, au mouvement national très élevé. On peut dire que c'était particulièrement élevé chez les Igouaouens. Quand on regarde les origines sociales des dirigeants kabyles dans l'étoile nord-africaine, par exemple, bon, il y a un nombre impressionnant originaire des Aïthératen, par exemple, le Front National, et d'autres de la région de Michelet. Et donc ça m'a intrigué. Et ça m'intrigue aussi qu'on parle des Igouaouens, que c'est une identité un peu spéciale chez les Kabyles. Il y a les Kabyles en général, mais que cette population de Haut-Djoudjoura porte un nom collectif distinct, spécifique. Ça m'a intrigué et j'ai voulu comprendre cela. Et j'ai été aussi frappé par d'autres aspects de cette société montagnarde. Et ce qui m'a frappé en particulier, c'est qu'il s'est développé des aspects de cette société de la haute montagne qui n'ont pas été remarqués par le grand savant arabe Ibn Khaldoun quand il a parlé dans son livre L'histoire des Berbères. Il parle des Zouaouas.
et on soutient communément que Zwawa, c'est en quelque sorte une forme arabe d'Igouaouen, que ça vient du mot Igouaouen. Je ne sais pas si c'est exact ou non, mais il me semble que c'est l'opinion courante. Et quand on se penche sur ce que dit Ibn Khaldoun sur les Zwawa, il en reconnaît l'importance comme une population un peu difficile sur les marges de l'État de Béjaïa. Enfin, il était à l'époque conseiller au sultan de Béjaïa. Mais il ne dit rien sur la taille de leur village. Il ne dit rien sur l'importance de l'artisanat. Il ne dit rien sur la tradition de migration marchande. Et il ne dit rien sur le self-government, c'est-à-dire ceux qui sont devenus par la suite des choses, il me semble, très frappantes chez ces populations. Il n'a rien à dire là-dessus. Et c'est en partie à partir de ce constat que je me suis dit que ces choses-là se sont développées par la suite, qu'il y a eu une évolution sociale et économique et démographique et politique importante bien après l'époque du XIVe siècle, l'époque de Ibn Khaldoun. Et avec cette idée dans ma tête, j'ai scruté les informations démographiques que donne Anatole Le Tourneux dans leur livre encyclopédique. Et j'ai constaté qu'il y a une variation quand même très intéressante entre... en anglais, on dit forms of settlement. Comment ça se dit en français? Sur la façon... L'établissement. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, bon... oui, c'est entre les formes d'habitat. S'établir, établissement. Oui. C'est-à-dire que le mot fadar peut signifier un petit hameau d'une trentaine de maisons. On peut dire fadar pour un mot, c'est ahlet. Ahlet. Bon. C'est-à-dire, il y a des fadars qui sont petits. Il y a des fadars qui sont énormes. Alors, c'est une variation qui m'a intrigué. Et je me pose des questions difficiles, c'est-à-dire, je passe mon temps à me poser des questions de ce genre pour m'amuser. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a des petits fadars et des fadars immenses, comme Al-Sada ou Al-Daoud. Il y a des gens d'Al-Daoud ici, ce sont des très grands fadars, n'est-ce pas? Et ils étaient déjà très grands du temps de Anatole Le Tourneux, c'est-à-dire quand ils ont fait leurs enquêtes sur la Kabylie dans les années 1860, déjà Al-Sada et Al-Daoud étaient quand même d'une taille très au-dessus du moyen. Comme c'était le cas de d'autres villages, comme par exemple Thawrith Neth-Mengalev, comme Erel Ouamas, Athali ou Harzoun, et ainsi de suite. Il y avait de gros villages, alors que dans d'autres régions de la Kabylie, c'était plutôt des petits. Et en fait, la raison pourquoi ça m'a intéressé, c'est que là où le fadar est petit, il s'agit d'une vingtaine ou trentaine de maisons, c'est presque toujours un groupe de parenté. C'est une lignée. Alors que dans les fadars, les très grands fadars qu'on trouve surtout chez les Igouaouen, l'unité dans son ensemble n'est pas une unité de parenté. Ils peuvent s'appeler Athali ou Harzoun, ils peuvent se donner un nom généalogique. Mais en fait, c'est un village qui comprend plusieurs clans, plusieurs lignées qui ne sont pas apparentés. Ils peuvent faire des échanges d'alliances de mariage, mais ils ne reconnaissent pas une parenté commune. Et c'est très important parce que ça veut dire que dans ces grands villages, la parenté n'est pas... on ne peut pas expliquer l'unité et la cohésion de ce grand village par la parenté. Il y a un autre principe qui entre en jeu pour garantir l'unité et la cohésion. C'est pour cela que j'ai donné d'importance à cela. Et j'ai fini, vous voyez dans
table, vous voyez, à mon avis, on peut distinguer 3 régions de la Grande Kabylie où la forme of settlement, établissement est différent. Dans l'ouest et le nord-ouest, le forme typique, c'est le petit Fadar. Et dans la population moyenne, c'est 118. Regardez les chiffres là. Average population of Fadar. Chez les populations de l'ouest et du nord-ouest. C'est-à-dire, il s'agit des populations comme les Isser, les Iflis-Noum Lille, etc. La région de Borj-Menayel et la Basse-Kabylie. Alors, dans le Djodjora, les Fadar sont beaucoup plus grands, 4 fois plus grands, en moyenne. Et c'est donc un autre extrême. Et dans les autres régions, c'est ni le petit Fadarf, ni le grand Fadarf, mais c'est plutôt le Toufik. Association de hameaux, c'est là où on peut parler des Irledjel, qui est la forme standard, la forme typique. Or, voilà, attendez. Le Toufik, qui réunit plusieurs hameaux. Chaque hameau, c'est un groupe de parenté, mais le Toufik, dans son ensemble, non. Le principe de l'unité du Toufik, c'est un principe politique et non pas une question de sang. Et c'est la même chose dans la grande Fadar des Igouawan. Et donc, c'est à partir de l'âge que j'ai recusé la thèse de Gellner, etc. Je me suis dit, il faut tenir vraiment compte de l'aspect politique comme facteur fondamental dans l'organisation sociale. Ça, c'est juste pour montrer à mes compatriotes britanniques l'aspect des villages Igouawan chez les Atouakash. Alors, tout cela, bon, pour revenir un peu en arrière, ce sont des recherches que j'ai commencées dans les années 70, ayant dû d'abord abandonner un autre projet de recherche. Au début, c'était pas, bien que j'étais intrigué par la Kabylie, et j'avais visité la Kabylie de vitesse, enfin j'ai passé par la Kabylie pendant ma première visite en Algérie en 72, mais j'ai voulu au début travailler sur autre chose, à savoir le tournant socialiste du temps de Boumedienne, c'était les années 70, et surtout la révolution agraire. J'ai passé 3 ans à cogner ma tête sur un mur dans l'espoir de pouvoir faire quelque chose de sérieux sur la révolution agraire, ce qui aurait supposé une autorisation pour faire des enquêtes systématiques sur le terrain. J'étais très naïf, j'étais jeune et naïf, et je ne comprenais pas quand on me dit « le ministre n'est pas là, mais revenez la semaine prochaine ». On m'a fait courir dans tous les sens pendant très longtemps, mais pendant ce temps, j'ai eu le bonheur de passer une année à Bouira. Pour la petite histoire, je ne sais pas si tu as expliqué ça, Rachid, mais c'est l'astuce de l'Akhtar Brahimi qui a fait que j'atterris à Bouira. Parce que je suis allé le voir parler de mon projet de recherche sur la révolution agraire. Il était l'ambassadeur à Londres à l'époque. Et il a dit, c'est très bien, soyez les bienvenus, mais pour bien faire ça, il faut passer un temps en Algérie pour connaître le pays. Pourquoi pas prendre un poste d'enseignant? C'était une proposition intéressante. Mais en fait, il faisait de cela d'une pierre deux coups, parce qu'à l'époque, l'Algérie voulait recruter des profs, des enseignants d'anglais dont la langue maternelle était l'anglais, au lieu de recruter que des Pakistanais. Alors voilà, donc grâce à lui, je me suis retrouvé à Bouira. J'ai pu faire quelques petites recherches locales sur le terrain, mais pour faire quelque chose de systématique, c'était pas possible. J'ai fini par comprendre qu'on ne voulait pas qu'un étranger vienne fouiner dans cette affaire. Et au moment où j'étais dans le désespoir, au bout de 3 ans, c'est quand même beaucoup, je voyais mon projet de recherche tomber à l'eau, j'ai eu la grande chance de rencontrer des gens en Haute-Kabylie, des jeunes, des gens de mon âge, originaires du village d'Atouavan. Et Atouavan, c'est quand même un village un peu spécial. J'espère que je ne veux pas provoquer des jalousies, mais
c'est quand même un village qui a joué un rôle important dans la guerre de libération. Amirouche était à l'aise à Etouava. Et c'était un village qui était au moins à 2 reprises le PC pendant un moment. Le PC de la Wilaya 3. Et figurez-vous, les gens d'Etouava en sont très 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 fiers. Et donc chez eux, au moins les jeunes étaient à l'aise. Ils acceptaient de me parler franchement sur ce qui se passait en Kabylie en ce moment-là, avec tout ce qui pouvait, avec tous leurs sentiments, qui étaient un mélange. J'ai donc compris que le ciel avait pris pitié de moi et qu'il y avait une solution de rechange et je pouvais faire un test sur la Kabylie à partir du terrain, parce que les gens acceptaient de discuter avec moi et que je pouvais me passer d'une autorisation. D'ailleurs, je n'avais pas intérêt à demander l'autorisation pour cette recherche-là, du temps de Boumedienne, et que je faisais ça un peu à l'algérienne, c'est-à-dire un peu clandestinement, sous le nez de Qassim Arbey, etc. Et donc, il fallait, je me promenais, les amis me présentaient à d'autres amis, il y avait en quelque sorte des réseaux implicites qui fonctionnaient, et je pouvais donc me renseigner sur ce qui se passait dans la vie locale, la vie politique locale, surtout lors des élections. Et c'est à partir de là que j'ai appris que les institutions traditionnelles politiques fonctionnaient toujours. Que la question, au moment des élections communales, par exemple, à l'époque, c'était la commune de Tassaft, qui a éclaté par la suite. Et donc, il y avait des enjeux. Et il y avait à l'époque, l'APC de Tassaft, c'était 15 personnes, 15 élus, donc il y avait 30 candidats. Il y avait cette astuce du FLN d'impliquer la population dans le système en leur offrant un certain choix. Et qu'est-ce qui s'est passé moi à Tassaft, et je pense que ça a dû se passer comme ça, plus ou moins comme ça ailleurs, c'est que 2 listes informelles se formaient, 2 alliances, pour briguer les sièges à l'APC, et ces 2 listes faisaient campagne dans tous les villages. Et que à Etouava, la Djema du village a dû se réunir pour discuter, on va voter pour les uns ou on va voter pour les autres. Et les 2 listes avaient leurs avocats au sein de la Djema. Et j'ai compris qu'en fait, la tradition des soufouf continuait à fonctionner dans le cadre de l'État algérien nouveau, et que je supposais par la suite que le régime, au moins ces éléments pensants, était parfaitement conscient de cela et voulait que ça fonctionne comme ça pour que la population participe. Parce que c'était ça, à l'époque au moins, une source de légitimation du système. Et j'étais très intrigué par tout cela, et j'ai fini par écrire ma thèse un peu comme ça. Et donc, j'ai passé des moments chauds à Etouava, surtout en 1976, quand l'atmosphère en Algérie était tendue à cause de la crise sahraoui. Entre-temps, au retour au village, j'ai trouvé qu'on avait constitué les comités de vigilance. Alors ma présence n'était pas très bien vue par certains. Et il y avait des moments difficiles, et à un certain moment, la mère de mes amis qui m'hébergeait ont pris tous mes cahiers et les a enterrés dans le jardin la nuit pour que s'il y avait descente des gendarmes, ce qui était possible, on n'allait rien trouver. Parce que mes cahiers étaient pleins de notes quand même compromettantes. Alors voilà, donc c'était une expérience qui a approfondi ma connaissance de la Kabylie, et j'ai voulu expliquer tout ça à mes collègues et mes compatriotes, et surtout aux autres universitaires, et j'ai constaté à l'époque qu'on ne voulait rien comprendre, on ne voulait pas du tout accepter que la Kabylie avait des institutions politiques, je parle des universitaires britanniques et autres, et que donc
ou bien je laisse tomber, ou bien je fais un grand effort pour expliquer dans le fond et dans le détail comment la Kabylie est quand même spécifique. Et comment il y avait vraiment une tradition très très approfondie d'organisation à partir des institutions telles que la Tajmath, que ça n'existe pas chez les Berbères étudiés par Gellner au Maroc. Il n'y a pas de Tajmath. Ce sont des populations pour la plupart mobiles, transhumantes, qui pratiquent la transhumance. Donc ils vivent sur la tente, ils n'ont pas de bâtiment, etc. Il fallait donc convaincre les autres anthropologues de tenir compte de l'importance du fait que les Kabyles sont entièrement sédentaires, qu'ils vivent dans des maisons de pierre, etc., qu'ils ont des institutions. Et voilà, donc j'ai plusieurs clichés pour expliquer cela à mes compatriotes britanniques et mes collègues américains, etc. Et ce que j'ai donc voulu décrire, c'est la complexité de cette organisation, le fait que, par exemple, de toute façon, à Etienni et à Ethouavan, on a la Jama restreinte des notables, enfin des sages, Tajmath la Aqal, mais aussi la réunion plénière de tous les hommes du village. Sans doute, c'est comme ça dans beaucoup de beaux villages. À Ethouavan, on appelle ça Avra. Est-ce que c'est un terme qui est... Oui, oui. La pratique n'est pas spécifique aux Ethouavan. J'ai aussi voulu clarifier le problème du droit, parce qu'à mon avis, et d'ailleurs c'est là où j'en viens à discuter un peu de Bourdieu, Bourdieu il ne parle pas des institutions politiques. Si vous lisez Bourdieu, ce qui compte pour lui, c'est le code d'honneur, surtout. Et il va jusqu'à nier que le canon est vraiment un code de droit. Pour lui, il est, à mon avis, il est confus. Il reconnaît en quelque sorte qu'il y a un canon, mais en même temps il y a le code d'honneur. Pour lui, la coexistence de ces deux codes est difficile à comprendre. Et donc, si vous lisez attentivement les travaux de Bourdieu, vous allez voir qu'en fait, il donne l'importance au code d'honneur et il minimise ou même nie l'importance du code de droit. C'est-à-dire il y a une contradiction qu'il ne peut pas résoudre sauf en supprimant une des termes de cette contradiction. Et à mon avis, c'est une très grande erreur. Et j'explique dans le livre comme quoi, en fait, un aspect très important de la tradition du self-government kabyle, c'est comment on a réussi à faire coexister ces deux codes, mais en donnant d'abord surtout l'importance au code de droit. Que le code de droit, le canon, tient compte de l'honneur. C'est un argument devant la Jama, s'il y a quelque chose, litige, s'il y a un meurtre en particulier, la question d'honneur est un argument devant la Tajmath. C'est donc les Qawanin kabyles tiennent compte du code d'honneur. On n'a pas à supprimer une des termes de cette contradiction. Il faut comprendre comment on a su concilier les deux. Et c'est un aspect important, à mon avis, de l'analyse de ce système de self-government. Alors, il me reste combien de temps, Rachid? Alors, je vais laisser la question des Sfouf. On peut en discuter, c'est une question très très importante. Vous avez une demi-heure, monsieur. Encore une demi-heure? Non, je ne vais pas prendre encore une demi-heure. Je préfère qu'on discute. Je signale tout simplement que la question des Sfouf. Et d'abord, il faut se rappeler qu'en fait, on a tendance, enfin certains ont eu tendance à supposer que la tradition de la Jama, c'est quelque chose de particulier au Kabyle, alors que je soutiens le contraire, c'est une tradition maghrébine. On trouve la tradition de la Jama, peut-être dans des formes moins élaborées,
chez la plupart des populations tribales du Maghreb, chez les arabophones comme chez les berbérophones. Il y a un ami à moi, Feu Mahfoud Benno, qui était du Nord constantinois, qui était l'officier de la Hélène et par la suite est devenu universitaire. Il a écrit un très beau livre sur son doua d'origine, les Beni Qaïd, et son village, El Apriya. C'est un village montagnard dans la région d'El-Milia, qui est, par bien des aspects, ressemble à un village kabyle. Mais on est arabophone. Mais on a un djuma. Il y a un djuma. Il y a à peu près le même système, la même tradition, mais dans une forme moins élaborée, moins développée, moins compliquée. Alors que donc, pour moi, la spécificité de la Kabylie, c'est en partie lié à la complexité du système de Sfouf. Et là encore, on trouve chez les spécialistes, les universitaires, les soi-disant savants, un impasse. À mon avis, celui qui a le mieux décrit et mieux saisi les Sfouf en Kabylie, c'était en fait Anatole Le Tourneur. Et quand ils disent, ils traduisent Sfouf par le mot parti. Ils soutiennent que c'est en fait un système de politique de concurrence entre partis. Bon, ce ne sont pas des partis idéologiques, ce n'est pas des idéologies qui séparent les gens. Sur le plan idéologique, à l'époque, les Kabyles étaient unanimes. C'est donc l'intérêt, des intérêts et des questions, d'autres questions qui expliquent la division. Et je développe ça dans mon livre, et je pense que c'est un point très important, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà. J'ai déjà en fait parlé de cela. Oui, alors les traditions dans l'époque moderne. Et je suis conscient que j'ai laissé des choses sans les développer. Évidemment, on ne peut pas tout expliquer d'un livre de 400 pages dans une demi-heure. Mais pour revenir à la période après la conquête, on voit que les institutions dont j'ai parlé se sont maintenues, mais dans un cadre nouveau. Et donc il y a la pratique des Français de la récupération des Jama'a. On voit ça par exemple au niveau du soi-disant douar. Comme vous le savez, douar c'est le terme imposé par les Français. Ça correspond à l'arche. On a laissé tomber le mot arche, on a appliqué le mot douar, mais dans la grande plupart des cas, on n'a pas perturbé les liens entre villages. Arche et Boudra est devenu douar Beni Boudra, mais sans autre changement. C'est de même pour les soi-disant Beni Mengelet, Beni Yahya, Beni Bouataf, etc. Les Français ont, pour une raison qui n'est pas tout à fait claire, arabisé un peu. Au lieu de dire Eth, ils disent Beni souvent, mais sans déstabiliser les unités humaines, sans charcuter. Alors qu'ils ont fait beaucoup de charcutage dans d'autres régions, comme vous le savez, surtout dans l'ouest, à l'Oranie. Mais les terres des Kabyles n'étaient pas un enjeu alléchant pour les colons, donc on a permis à la société kabyle de préserver ses fondations foncières, etc. Or, quand même, il y avait donc les Français, leur pratique, c'était en quelque sorte de récupérer, en anglais on dirait co-opt, les institutions de la Kabylie, et on voit ça au niveau du doigt où il y avait, on a institutionnalisé la Jama'a du doigt, alors que dans la période précoloniale, telle que je l'ai compris, les réunions au niveau de l'arche étaient occasionnelles, n'étaient pas régulières. On a convoqué les Oumana de tous les villages seulement quand il y avait un problème à régler. Normalement, est-ce qu'on va faire la guerre aux voisins ou pas? Quelque chose de ce genre. Ou un problème concernant le marché qui était la responsabilité de l'arche.
Sinon, on n'avait pas des réunions régulières. Donc la Jamaat de l'Arche n'était pas une institution régulière, alors que les Français ont fait de cela une institution afin de pouvoir manipuler un peu ou mieux contrôler ces populations. Et donc, cette pratique a fait naître une dichotomie entre les Jamaats officiels reconnus par les Français et les Jamaats occultes. Et c'est-à-dire que cette politique a fini par mal tourner pour les Français. Parce que à force de vouloir contrôler, manipuler, faire en sorte que des notables de telle famille fassent partie de la Jamaat et pas les notables de telle autre famille, à force de jouer sur ces genres de choses, ça a créé chez beaucoup de gens le sentiment qu'il fallait essayer d'échapper à ce contrôle en développant des Jamaat en quelque sorte clandestines. La Jamaat est rentrée dans la clandestinité, au moins dans certaines régions et certaines populations. Mais on voit que, et là je vous rappelle ce livre savoureux de Mouloud Pharaon, Jour de Kabylie, il y a un chapitre communiste et fasciste. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte le débat dans le Jamaat d'un village lors d'une élection, quand il s'agit de voter pour le candidat de l'administration française, et comme quoi, en ce moment-là, on voit ressurgir les Sfouf. Il y a le SAF des fascistes et le SAF des communistes, et on voit qu'il y a cette, en quelque sorte, on plaque sur une réalité qui est en fait traditionnelle, un contenu, des étiquettes idéologiques empruntées à la vie politique française, mais qui correspondent guère à la réalité sociale du village, n'est-ce pas? Mais je pense que Pharaon était un très bon sociologue. Hein. Je pense qu'on trouve beaucoup de choses d'un grand intérêt dans ses écrits. Depuis l'époque coloniale, je touche à la fin de ma communication, mais je soutiens que ces traditions ont continué à jouer jusqu'à présent. Il me semble que, et j'ai soutenu il y a longtemps dans un article sur les FLN du temps de la guerre, c'est un article qui a été très mal reçu par des Français. Parce qu'il portait un titre un peu provocateur, en anglais, The FLN, French Conceptions, Algerian Realities. Le FLN, conception française, réalité algérienne. Et j'ai soutenu que, pour comprendre le FLN, je parle de l'FLN historique, n'est-ce pas, l'FLN ALN. Une grande partie du problème du mouvement révolutionnaire algérien, c'était comment organiser sa vie politique interne. C'était le défi que Aban Ramdan a essayé de relever, n'est-ce pas? Il a essayé de fournir à ce mouvement, un peu nébuleuse au début, une structure interne, une vie politique interne avec des institutions. Il avait l'instinct d'un Kabyle de créer des institutions, le CNRA, le CCE, etc. Et on sait qu'il n'a réussi qu'en partie. Et finalement, il a payé, comme vous le savez. Or, je soutiens dans cet article paru il y a longtemps, dans un autre livre paru il y a 12 ans, mais l'article est sorti il y a plus que 20 ans, qu'en fait, on voit dans l'organisation et surtout dans l'histoire très difficile, très dure, l'histoire de la politique intérieure du FLN. On voit les traditions algériennes en quelque sorte s'affronter au sein de ce mouvement. Mais on voit aussi l'importance de la tradition de la Jamaat. Le fait que dès le début, le FLN s'est né d'une scission, comme vous le savez, on remettait en cause, on est sorti du PPA, on remettait en cause Messali, il y avait le refus du Zaïm, il y avait on insistait sur la direction collégiale, et là, je vois là-dedans le retour de la tradition de la Jamaat. L'Amin n'est pas un Zaïm, l'Amin il préside. C'est un homme acceptable à tous les autres, il est quelqu'un de bonne famille, sa parole est bonne, n'est-ce pas?
Mais il ne fait que présider. Il n'impose pas son point de vue. Ce n'est pas un zaïm. Et je vois dans l'FLN donc le refus du zaïm. Et avec ça, si vous regardez l'organisation à tout niveau, c'est une pyramide de conseils. Conseil de zone, conseil de région, conseil de wilaya, conseil national. C'est-à-dire, en quelque sorte, on peut dire des jama'at, des jama'ia plutôt. Et avec cela, il s'agit d'un principe de représentation. Et c'est là que ça a un lien aux problématiques de la vie politique algérienne aujourd'hui, dans la mesure où le pouvoir reste dans comment dirais-je, l'habitude de choisir lui-même ses interlocuteurs. On a vu ça pendant l'histoire des arches de mouvements citoyens. Le pouvoir a choisi des gens avec qui dialoguer. Ces gens-là ont été immédiatement remis en question, en cause par les autres militants du mouvement, des délégués Taïwan, etc. Vous êtes au courant de cette histoire. Alors, il me semble que c'est un syndrome qui se reproduit de manière très répétitive. Le pouvoir choisit à qui discuter, le pouvoir choisit à qui donner le statut de représentant. Or, dans un Fajmaf kabyle, la mine choisit les tamams. Il a intérêt à faire un bon choix, et il peut faire un bon choix parce que c'est un village, une population réduite, ils peuvent quand même discuter, consulter discrètement, et faire un bon choix dans chaque lignée de tamam. Et il a intérêt parce que s'il fait un mauvais choix, donc c'est lui-même qui sera remis en cause. Mais il me semble que cette habitude se voit dans la pratique du pouvoir jamais. On ne veut pas laisser aux populations élire leurs représentants. Et ça entre dans la façon qu'on gère les élections législatives et même locales. On essaie en quelque sorte de limiter la portée des choix des électeurs et les orienter d'une manière ou d'une autre. Je me souviens quand j'ai pu faire un peu de terrain dans les années, cette décennie rouge, les années 90, je suis venu en Algérie à plusieurs reprises, dont en 97 pour les législatives, que j'ai pu observer en Kabylie. J'ai observé le scrutin à Bouira et à Tizi Ouzou, avec une escorte de gendarmes, bien entendu, et de ninjas. Alors, ce qui était intéressant, c'est comme quoi le régime avait, avec beaucoup d'adresse, il s'était organisé pour obtenir une opposition qui lui convenait. Vous n'avez pas remarqué? Il y avait beaucoup, c'est-à-dire que même avec un résultat en quelque sorte formellement pluraliste, on voit que le régime était encore en train de vouloir choisir ses interlocuteurs, y compris chez les partis d'opposition. Et c'est une tradition qui remonte, à mon avis, loin dans le temps. Et aussi, cette histoire de la lutte des clans, je soutiens depuis très longtemps, on parle tout le temps, n'est-ce pas? Il vient d'y avoir encore un épisode dans la lutte des clans, vous avez remarqué, avec le bye-bye pour un certain général. Clan, c'est pas le mot qui convient. Ce sont pas des groupes de parenté. Clan, d'ailleurs, c'est un mot gaélique. Je suis à moitié irlandais. Et clan, c'est un mot gaélique, irlandais. C'est un groupe de parenté. Ceux qui s'affrontent dans le pouvoir algérien, ce ne sont pas des groupes de parenté. Ce sont des sfoufs. La tradition de la concurrence, à mon avis, ces luttes de factions, on peut comprendre ça mieux à travers la tradition de la rivalité de sfouf. Enfin, c'est une suggestion que je vous fais. Et finalement, cette histoire de l'organisation à partir de la tradition de la Jama'a ou le Fajmaf, ça se voyait dans l'organisation que Aït Ahmed a donnée au FFS. Comme a relevé d'abord Bessaoud Mouhallarab dans son boulot, on dit boulot, enfin son pamphlet, le FFS Espoir et Trahison.
voilà, bon, c'est un pamphlet polémique, il avait des choses à dire. Il se permet d'ironiser sur l'organisation du FFS, dont il faisait partie, bien entendu, comme vous le savez. Mais c'est quand même confirmé par le travail de Rajab sur le FFS. C'est-à-dire, on a repris la tradition de la Jama'a comme élément clé de l'organisation politique. Et moi-même, j'ai remarqué, comme j'ai dit tout à l'heure, que dans la vie politique locale, pendant la période de Boumedienne, du moins, ces institutions traditionnelles fonctionnaient, et je suis sûr que le pouvoir en était conscient, et laissait faire, au niveau du village, au moins. Et finalement, le mouvement citoyen, il me semble que c'est une évidence que les traditions politiques kabyles ont entré dans le fonctionnement de ce mouvement, et pas forcément pour le bien de ce mouvement. C'est-à-dire, il s'agit à la fois de reconnaître la persistance et l'importance de ces institutions et ces traditions, et en reconnaître à quel point, dans l'ère actuelle, il peut y avoir des aspects encombrants ou négatifs, et que donc on a peut-être intérêt à dépasser dans une certaine mesure certains aspects de ces traditions, tout en gardant tout ce qui restera là. Alors je vais terminer là, je vous remercie de votre attention. Bon, est-ce que c'est une question? Comment? Un débat, oui. Bon, débat, ce que c'est, donc, au niveau de ce que c'est, on savoir.